je vous dis personnellement, Et vous savez déjà le prix que ça coûte d'organiser ces élections. Il y a déjà. Ça coûte rien du tout. Ils ont parlé de 14 millions. 38 millions. Il y a 38 millions qui sont dépensés pour ce qu'on a vu. Voilà. Imaginez-vous. Mieux renseigné que moi. 38 millions de dollars américains. Moi, je vous dis clairement, ce que j'ai vu de mes propres yeux, je suis obligé de faire ce pléonasme, permettez-moi. Oui, je comprends. Ce que j'ai vu, moi, personnellement, les matériels utilisés pour ces élections, si on va prendre dans l'ensemble, disons, 30 000 dollars américains ont été dépensés pour. Ouais, 30 000 dollars haïtiens ont été dépensés pour organiser ces élections. Parce que moi, c'est que les matériels, ils n'étaient pas là. Quand on voit une urne, c'est un endroit où l'électeur, il est seul pour décider. Il est seul pour décider. Ce qu'ils ont présenté comme une en Haïti, si vous avez vu, si vous prenez une poche de DVD. Vous voyez une pochette, vous prenez une pochette de DVD, vous enlevez le DVD, vous mettez deux ensemble. Donc ça vous fait des 4 cases. Vous faites une fois avec, mais c'est ce qu'ils ont proposé comme une en Haïti. Et quand on voit les bulletins, ce sont tous des copies. Oui, je vous comprends. Bon, d'accord, c'est bien la discussion de vos faits. C'est pas 38 millions qui proposent ça. Sans vous découper, tandis que M. Joseph est là. M. Joseph, alors, étant donné que vous êtes un sociologue, vous êtes au courant de tout ce qui se passe en Haïti, même de loin. Donc, quel est votre avis? Est-ce que d'après vous, ces 38 millions, comme M. Edwin vient de décrire, c'est vrai pour les élections ont passé, bon, il y a eu des problèmes, des cafouillages, des bureaux de vote, on va dire une petite minorité de bureaux de vote qui ont été saccagés, et bien à cause de ça, bon, ils souhaiteraient, le peuple, certains partis politiques souhaiteraient que les votes soient annulés. Quel est votre avis là-dessus? Je dois vous dire bonjour. Merci, monsieur, bonjour. Oui, on l'entend. Et je vous remercie de m'avoir invité. Oui. Pour vous dire la vérité, Haïti, c'est l'un des pays dans la Caraïbe qui a toujours fait preuve de ses capacités. Premier pays noir francophone dans la Caraïbe. La loi en Haïti doit être respectée. Eh bien, ce conseil électoral, enfin, les gens qui sont là, qui ont été élus au KEP, nommés, n'est-ce pas vrai, ils n'arrivent pas à assurer effectivement la bonne continuité comme ça devait se faire. Calculez-vous bien, un groupe d'individus arrive, ils ont saccagé les bureaux, il y a des candidats qui n'ont même pas eu une voix, et puis on arrive à sélectionner un groupe en disant celui-là, c'est ça, il est passé. Non, il faut refaire l'élection. Il faut refaire l'élection afin que tout le monde puisse être satisfait. D'accord. Cette raison, c'est clair, vous voulez vraiment qu'on fasse l'élection. Bon, bien sûr, c'est ça qui doit se faire. Nous sommes dans un pays de loi. C'est l'union qui fait la force. Comment voudriez-vous qu'un individu qui n'a pas été aux élections, il a une place carrément au Parlement? C'est pas logique. Ceux qui ont travaillé dès le début jusqu'ici, ils ont le droit de passer, n'est-ce pas vrai, à l'élection pour assumer la responsabilité du pays au Parlement. D'accord. Alors, vous êtes déjà au courant de ce qui s'est passé dernièrement, avant qu'on ait eu la chance d'avoir cette élection en Haïti. Le président Martelly a presque fini son mandat sans élection. Et le peuple, ça a failli mettre l'Haïti en feu. Vous savez que les Haïtiens ne se laissent pas faire. Oui. Vous savez que c'est un peuple qui est très dévoué pour aller vers l'avant. Oui. Ils n'ont pas exactement ce qu'on appelle leurs yeux fermés. Oui, les yeux fermés. Ils surveillent sur la patrie haïtienne. Oui. Et ils doivent dire ces mots quand il le faut. C'est l'union qui fait la force. Un seul individu ne peut pas prendre le pays et faire ce qu'il désire avec. D'accord? Aux alentours du président, il y a des hommes qui sont des hommes de loi. Il y a des intellectuels à ses côtés et le peuple. Donc c'est l'union qui fait la force. Oui, l'élection doit en principe se faire dans la bonne continuité, dans le temps et dans le temps. C'est le peuple qui doit voter pour tout le monde. Ce n'est pas une seule personne qui va se décider en disant
Paul, Jacques Gauthier, je te mets là, fais ça, fais ça. Non. Mais les élections ont eu lieu avec, on va dire, avec seulement un taux de 18%. Ça, c'est un calcul personnel, n'est-ce pas vrai? Oui. Envisagé par certaines personnes C'est ce que j'ai vu. qui sont mal intentionnées. D'accord. Qui sont mal intentionnés. Dans le sens que ce sont eux qui dirigent. Eh bien, diriger dans le bon sens ne veut pas dire frauder. Ok? D'accord. Bon. Alors, dans tous les secteurs géographiques du pays, il y a eu ce qu'on appelle vraiment le désordre. Oui. Bon, je comprends. C'est quelque chose qui devrait pas arriver. Mais pourquoi que Haïti, étant donné que tous les processus qui ont été faits, et puis bon, ça s'est défini comme ça. C'est parce qu'il y a des petits bandits qui veulent se montrer rois. D'accord? Personne n'est roi dans ce pays. Nous sommes tous des humains, nous sommes tous des gens qui seraient désireux de faire avancer le pays. Mais il faut écouter les petits aussi. Les grands veulent se poser d'accord, mais les petits sont là. N'est-ce pas vrai? On a bien dit souvent, on aura toujours besoin de plus petit que soi. Oui. Et pour grand que soient les rois, ils sont ce que nous sommes. Oui. Donc c'est un peuple. Le peuple haïtien, c'est un grand peuple. C'est un peuple qui sait ce qu'il veut. D'accord? Nous avons un seul drapeau, nous avons une seule nation, c'est la nation haïtienne. Il faudrait qu'ils arrivent à mettre exactement leur bon sens dans le couloir de la vérité. C'est pas dans le mensonge. Alors, ce que vous dites, c'est très important, monsieur Joseph. Vous savez que Haïti, on peut le dire, hein, Haïti c'était la première pays noir indépendant. On voit que Haïti, dans le monde entier, fait par les Haïtiens, a un cerveau. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la mentalité de nos élites actuelles n'est pas à la hauteur de toutes ces ouvertures, de Dessalines, des autres qui ont combattu? Est-ce que nos élites sont faibles? Est-ce qu'on a des élites qui sont démissionnaires? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, normalement, comme je vous dis, à l'époque où le pays a eu son indépendance, les gens, disons, nos aïeux ne savaient ni lire ni écrire la langue française. Mais ils ont eu effectivement la bonne volonté, suite à notre indépendance, de se mettre ensemble pour faire avancer le pays. Aujourd'hui, il y a une question d'égoïsme. Il y a des gens qui ont le savoir-faire, ils sont bien dans leur peau, ils sont riches, ils ont de l'argent, ils ont tout. Ils voient que pour eux-mêmes de côté, mais ils oublient les autres. Quand je dis les autres, les petits qui sont là en train de se battre pour aller vers l'avant. Donc quand les petits parlent, les grands, soi-disant les grands, ils ne veulent pas écouter. Moi je sais qu'en principe, les grands doivent protéger les plus petits. Et les plus petits doivent respecter aussi les lois. Quand on dit grand, dans quel sens? Eh bien c'est pas parce que vous avez 1,52 m de hauteur ou bien 2,5 m de hauteur qui dit que vous êtes lourd. C'est au niveau de votre savoir-faire. Il y a le savoir-vivre. Votre formation de caractère. D'accord? À partir de ce moment-là, il faut écouter les autres. Cela veut dire que, en résumé, vous confirmez que nos compatriotes actuellement, nos élites politiques, ne sont pas à la hauteur pour prendre la gérance d'Haïti. C'est pas qu'ils ne sont pas à la hauteur, ils sont à la hauteur, mais la plupart d'entre eux sont têtus. Et appliquer la bonne règle veut dire que bon, nous avons des lois. Pourquoi ne pas mettre les lois en application? D'accord? Une élection a été saccagée, des candidats n'ont pas eu la chance d'avoir leur voix, mais il faut remanier la carte. Remanier la carte pour faire l'élection. Quel problème? Il n'y a aucun problème. Les choses peuvent se faire tout de suite. Le mois prochain, s'ils veulent refaire l'élection, tout se fera dans l'ordre. Et tout le monde doit se présenter. D'accord. Alors, en ce qui concerne, bien sûr, on a vu quelqu'un comme vous, M. Edwin Daïti, qui s'est battu depuis beaucoup d'années en France, qui a fait beaucoup de choses. Vous êtes parti en Haïti pour on va dire, proposer votre candidature en Haïti. Et rappelez-moi pour notre candidature, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Parce qu'il y a des gens qui m'ont posé beaucoup de questions sur ce que vous avez. Parce qu'ils attendaient que vous arriviez, qu'ils voient votre nom sur l'affiche pour pouvoir dire quelque chose, pour aller voter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc évidemment, j'ai utilisé mes dernières cartes pour les élections.
Et si vous regardez bien les nouvelles du 4 ou 5 mai 2015, vous allez trouver que Edwin Daïti était en 6e position parmi les 10 candidats préposés pour la présidentielle. C'est bien. C'est-à-dire qu'on allait quand même peser sur les élections en Haïti. Mais Edwin Daïti n'est pas n'importe qui. Edwin Daïti, c'est quelqu'un qui est avisé et qui est engagé. Vu mon engagement, j'ai vu que ce qui va être organisé en Haïti dans les jours à venir, genre je parle en étant au mois de mai, eh bien, c'est mon constat, c'est ce que j'avais vu, c'est ce que j'avais prédit. Il n'y avait pas eu d'élection, donc le concept était changé. On ne voulait pas organiser l'élection, on voulait faire une sélection. Donc, ça veut dire que la carte était jouée au préalable. Ah. Donc, moi personnellement, j'ai regardé, j'ai vu, en étant 10 candidats, le Nouvel a publié les 10 prétendants à la présidence d'Haïti, eh bien, ça a suscité des vocations. Et bien, c'est à ce moment-là qu'on entend beaucoup de gens qui arrivent. Au final, on a 71 candidats à la présidence. Ça aurait été bien si c'est un parti politique qui souhaiterait organiser un primaire pour toutes ces personnes-là. Ça aurait été bien. Mais quand on regarde bien 71 personnes différentes, des fois, si on les mélange, on va trouver 10, mais chacun voudrait être président de la République. Moi, c'est pas une... Comment dirais-je? J'avais pas c'est pas une prétention, ou bien une phobie, ou encore c'est comme si moi je voulais être président de la République. Moi, je voulais apporter quelque chose pour Haïti. Mais ce n'est pas une ambition. Je ne suis pas un ambitieux. Ce n'était pas un rêve personnel. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 3 choses qui vont me permettre de retirer ma candidature. Ça, je le dis pour la vérité. Oui, mais oui, c'est bon. Alors, je veux dire, pourquoi vous avez... Oui, c'est ça, je veux vous dire 3 choses. Je suis le seul candidat qui avait un projet. Mon projet était sur le net. J'ai adressé mon projet à l'ensemble des personnes qui ont la possibilité d'aller sur le net. Oui. J'avais 19 points. J'ai proposé à la diaspora parce que je représente a priori la diaspora haïtienne. Oui, je me souviens. Qui fait, la diaspora haïtienne, c'est à peu près plus de 5 millions de personnes. Eh bien, en tant que président de la République, si je devrais être élu, un président doit avoir au moins 300 000 votes. Le président Martelly avait 700 000. Rien du tout pour un président de la République. Moi, je demande en tant que candidat, pour être le chouchou de la diaspora, je dis, écoutez, voilà mon projet. Entre les gens de la diaspora et les gens d'Haïti, si vous aimez, vous acceptez mon projet, parce que vous n'allez pas voter lui d'Haïti parce que vous l'aimez ou parce que vous êtes son ami. Vous allez voter lui d'Haïti parce qu'il a un projet pour Haïti, un projet auquel je crois. Moi, c'est ce que moi j'avais proposé. Mais j'ai dit, eh bien, j'avais donné jusqu'au 15 mai. Si au 15 mai, je ne récolte pas plus de 300 000 voix qui me disent, voilà qu'on est en parfaite harmonie avec le document de M. Edwin Daïti, oui, M. Daïti, ce qu'il a proposé comme rêve, comme projet pour le pays, ça m'intéresse, je vote Edwin Daïti. Moi, je n'avais pas trouvé ça dans un premier temps. Et autre chose, je me suis dit, mais étant donné qu'on va être plusieurs, moi, je vais me retrouver noyé. Oui. Connaissant la presse haïtienne, connaissant Haïti, eh bien, on va voir l'écho et tout ce qui va se faire autour d'une personne qui est déjà dans le système. Quelle chance, quelle âme aurais-je pour combattre ça? Rien du tout. Il faut que j'ai de l'argent. Je ne faisais pas partie des candidats à millions. Au contraire, j'étais le candidat de rien du tout. Mais moi, je croyais dans la pensée. Je croyais dans le credo. Je croyais que dans le volontariat. Je pensais qu'avec ça, on pourrait trouver des Haïtiens de la diaspora qui ont la volonté de faire. Moi, c'était mon âme. Mais malheureusement, je n'ai pas réuni les 300 000 votes de la diaspora, et pas que de la diaspora, de tout le monde, pour être candidat à la présidentielle. Étant donné que j'ai une personnalité, ça je le redis, quand on prend une personnalité comme Steven Benoît, c'est quelqu'un qui se bat pour rétablir ce qu'on appelle les normes administratives au pays. C'est quelqu'un qui aime les paperasses, qui aime écrire, qui aime proposer, qui aime... C'est pas quelqu'un qui parle seulement à la radio parce qu'il veut parler, il parle avec des documents. Moi, je suis comme ça, on parle avec des documents. Et bien, à partir du moment où je dis que si M. Steven Benoît, étant sénateur,
Si lui, il se propose comme candidat à la présidence, moi je vais me retirer. Et finalement, on a eu un entretien ensemble. Je lui ai dit, écoutez, son projet peut m'intéresser. Alors il est le seul homme sur le terrain en qui j'ai fait confiance, pas parce qu'il est Steven Benoît, pour ce qu'il a fait en étant député, en étant sénateur, il se bat des fois tout seul, et c'est quelqu'un qui a péché et qui a reconnu son péché et qui le dit publiquement. On voit pas, c'est rare qu'on voit un politicien qui assume ses irresponsabilités. Il a dit oui, pendant le cas de El Rancho, oui, j'avais péché pour El Rancho, mais c'est un péché peut-être par omniscience, et voilà ce qui s'est passé. Quand il a signé, il n'y avait pas l'article 12. Ça, c'est arrivé après. Donc, il a reconnu son erreur. Donc, c'est difficile, c'est rare de trouver ces gens en politique. Moi, je me dis, si lui, il se propose comme candidat, moi, je vais m'arranger autour de lui. Parce qu'il a déjà la capacité pour vaincre cet amas de presse qui va entourer les personnes qu'elles connaissent déjà. Et moi, personnellement, je vais me retrouver noyé. Donc, en tant qu'avisé, 2 jours avant la fermeture des enregistrements auprès du BEC de Port-au-Prince, j'ai fait une note à la presse. Je retire ma candidature au profit de Steven Benoît. C'est la raison pour laquelle je me suis retiré dans cette course présidentielle. 1, parce que je savais qu'il va y avoir une pléiade de candidats. De 2, parce que mon projet n'avait pas réuni les 300 000 personnes que j'avais sollicitées. Je n'avais pas demandé 2 personnes, 3 personnes ou bien 100 personnes. J'avais demandé 300 000 parce qu'un projet pour la présidence d'Haïti, ça doit être visé par la majorité des Haïtiens. Donc, ce n'est pas une ambition personnelle pour être président de la République. Je suis chef de parti en tant que président du parti de la diaspora. On remet ça pour 2021. On remet ça. C'est bien. On continue à travailler. Et là maintenant, je pense que ceux qui sont avisés comme moi, mais il faut comprendre que Edwin d'Haïti n'avait pas un rêve personnel. Il a un rêve pour Haïti, et ce rêve pour Haïti, ce n'est pas un rêve que pour Edwin d'Haïti, mais ce rêve doit être accompagné par tout un chacun. Donc, dès ce moment-là, je lance la main aux gens, je lance la balle. Maintenant, c'est à vous, téléspectateurs, téléspectatrices, aux Haïtiens du monde entier, de saisir cette occasion pour pour être avec moi, pour faire en sorte que cet Haïti qu'on rêve tous puisse devenir une réalité. D'accord. Mais bon, c'est pas sûr. Alors, M. Joseph, vous avez entendu, vous avez compris ce que fait M. Binetti. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? J'ai bien entendu et je suis d'accord avec lui. Parce que, comme il a bien dit, quand il a fait sa psychanalyse auprès de Steven Benoît, qui est quelqu'un, effectivement, qui a toujours eu conscience pour dire la vérité. Donc, il a prêté main forte à ce dernier, juste dans l'intérêt de faire avancer la politique haïtienne. C'est bien, c'est bien, d'accord. Lorsqu'on voit la situation actuelle en Haïti, le Conseil électoral provisoire a du mal à savoir ce qu'il va faire, mais soi-disant dit, il continue la marche vers le 25 pour arriver et établir pour faire le second tour. Mais admettons que le Conseil électoral arrive à annuler, à convaincre les grandes puissances, on va dire les autorités concernées, que cette élection était un peu dramatique. Il faudra trouver un moyen d'organiser à nouveau. Vous ne pensez pas que ça risque de faire des drames plus graves en Haïti? Personnellement, je vous dis ça, M. Verne. Moi, c'est ce que j'attends. Parce que, prenons l'exemple, le CEP, il est là pour qui? Pour les grandes puissances ou pour les partis politiques ou pour le peuple haïtien. De toute façon, le CEP, il est là pour organiser des élections pour les partis politiques. Donc, c'est-à-dire que les partis politiques sont également une pièce dans ce puzzle. Les grandes puissances, qu'on dit les grandes puissances, moi, des fois, je minimise cette histoire de grande puissance en Haïti. Oui, mais la vérité doit être dite parce que Haïti, c'est un pays indépendant. Mais c'est ce que vous dites, quand on parle de grande puissance, moi je ris. Parce que peu importe ce que vous êtes, peu importe qui vous êtes, une fois au pouvoir en Haïti, donc vous n'aurez pas le choix, vous devrez traiter avec l'international. Et l'international fait partie de la situation. L'international, jusqu'à présent, c'est l'international qui investit. Son poids pèse 60% de notre budget. Comment se fait-il qu'on va parler d'Haïti sans l'international? C'est fou. Moi, je veux dire, il ne faut pas croire ces faux nationalistes
qui se disent, oh ouais, on va mettre blindé, comment? Quel pays qui peut se permettre aujourd'hui de dire oui, je vais vivre tout seul? Même les États-Unis, ils ne sont pas tout seuls. Ils ont les Chinois. C'est les Chinois. Donc, alors nous autres, Haïti, on n'a rien du tout. Et on écoute quelqu'un qui vient avec son costume, hein, avec son arrogance. Oui, on va mettre dehors les Blancs. Les Blancs ne sont pas ni dehors ni dedans. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous, moi d'accord avec vous, monsieur Haïti. Mais il y a, moi, ce que je sais, ce que j'entends parler, il y a une question qu'on dit, Haïti, c'est un système d'occupation. Ben oui. C'est une occupation mentale. Oui, mais bon, c'est grave pour Haïti. C'est mental, c'est-à-dire le vrai occupant, c'est l'Haïtien lui-même. On est occupé par nous-mêmes. D'accord. Est-ce que vous avez du mal à fonctionner ici en France, monsieur Ben? Vous ne pensez pas ceux qui investissent en Haïti, on va dire les étrangers, ceux qui nous dirigent, les internationaux, ils sont plus forts dans la balance que le peuple lui-même? Non, c'est là le problème. Je dis, pour moi, à mon niveau, il n'y a pas de problème international en Haïti. Parce que si on pouvait poser un problème international, il ne faudrait pas que ces gens investissent en Haïti. Parce que n'oubliez pas, celui qui finance, c'est lui qui commande. Donc où est le problème? Aujourd'hui, si l'international ne pesait pas en Haïti, n'investissait pas son argent en Haïti, je poserais le problème international. Il y a quelqu'un qui reste derrière, qui manipule tout le monde, et puis qui fait rien. Mais aujourd'hui, quand l'international donne de l'argent à Haïti, à qui ça en profite? Ça a une classe commerçante. Non, je suis d'accord avec vous. Qui prend en otage le pays. Le pays est pris en otage. Par qui? Par une classe, une petite classe d'hommes et de femmes. C'est pas par l'international. C'est une petite d'hommes et de femmes, de classe d'hommes et de femmes qui prennent en otage le pays. Dans le cas de Saint-Domingue. Vous ne pensez pas qu'ils sont manipulés, ces petits Haïtiens? Écoutez, manipulés, on n'est pas un bébé. Manipulé, il faut que ce soit un bébé. Comme, là, vous êtes manipulé par qui, M. Ben, pour faire ça? Qu'est-ce qu'on me dit là? Alors, quelqu'un qui est en Haïti, il va me dire qu'il est manipulé. Pour quelle raison il va être manipulé? Oui, il peut être manipulé. Parce que quelque part, il a son anneau chez l'orfèvre. Il a peut-être son anneau chez l'orfèvre. Alors, l'orfèvre, qu'est-ce qu'il va dire? Écoute, tu sais, il y a ça chez moi. Si tu ne veux pas que c'est du chantage. Tu lui révèles ça, eh bien voilà ce qu'il fait, mais tu me donnes ça, sinon je cache tout. Mais c'est ce qui arrive. Pourquoi? Un peuple qui est élu des malfrats, il est également complice. Comment le peuple va me dire que lui, il n'est pas au pouvoir, c'est lui qui élit des malfrats? Eh bien il faut que le peuple s'assume. D'accord. Donc à partir de ce moment, pour vous dire, clairement, au niveau des élections, le CEP va jusqu'au 25 octobre. Mais avec qui? Tout seul ou avec les partis politiques? Il ne dit pas qu'ils sont appuyés par un groupement. Même s'ils sont appuyés, le CEP est appuyé par l'international, admettons, mais ce n'est pas l'international qui va aux élections. Ce sont les partis, aussi les partis politiques se retirent. Déjà, vous avez vu, il y a Vérité qui se retire. Tant d'autres personnalités vont se retirer. Donc, si tout le monde se retire, le CEP, il va où? C'est ça que je veux dire, il faut comprendre la chose. Je comprends. Vous comprenez bien, le CEP organise des élections avec les partis politiques. Donc, les partis politiques font aussi. Mais comment se fait-il, je comprends votre point de vue sur ces sujets, mais comment se fait-il quand l'inévitable arrive, on l'admet et après on accepte? C'est ça l'haïtien, on accepte. Maintenant je comprends ce que vous dites, vraiment vous n'êtes tous deux pas d'accord avec c'est vrai, les élections et ce qui se passe en Haïti. Alors, moi je vois que d'après tous nos sondages, ça risque de continuer. Quoi? Et après, les Haïtiens, ça risque, ça risque d'aller, ils vont faire les élections, et après, comme vous dites, ils risquent de faire quelque chose, et après, quelqu'un sera nommé. Au moment et après, mais personne ne va dire quelque chose. Au moment où je vous parle, il y a une grande manifestation là, au Prince. Oui, il y en a qui sont tous les jours. Il y en a 5 qui sont prévus. Mais tous les jours. Mais alors, ce que j'ai peur, moi, c'est que des choses. L'Haïtien, vraiment, il y a un problème. Il veut faire quelque chose, mais dès que c'est profond, après, ils ferment, ils font rien. Alors, le problème, voilà. Il faut voir, au départ, je vous dis, ce CEP, il n'était pas de bonne foi. C'est ça la difficulté. Les gens étaient prêts pour les élections. Les Haïtiens sont prêts pour les élections. Mais il y a un CEP qui n'est plus un CEP, conseil électoral provisoire, mais plutôt un conseil électoral résident. Ou conseil électoral, ce que vous voulez. Avec je comprends votre et en Haïti, on dit un conseil électoral pétador. Je rappelle que vous étiez sur place, vous avez constaté. Comment comprenez-vous que
pour assister ce désordre-là, ce désordre occasionné pour organiser ces routes, PHTK, Vérité et Kid sont impliqués partout là-dedans. Alors que le CEP n'a pas levé le petit doigt pour sanctionner ces gens-là. Alors qu'ils ont arrêté 3 personnes, 3 candidats députés, un de Petite Dessalines, un d'OBL et un autre de notre parti qu'ils ont incarcéré à Mirebalais et ensuite renvoyé à Croix-des-Bouquets, alors que les vrais fautifs, ils courent encore. Alors vous avez vu sur le net beaucoup de gens avec des armes, des T-65, alors que ce jour-là, il était interdit à tout un chacun, sauf la police nationale de service, ce jour-là, qui devait circuler avec une arme. Tous les permis de port d'armes ont été annulés le samedi à minuit jusqu'à lundi matin minuit. Et lundi soir minuit. Alors, lundi matin minuit. Alors, voilà. Donc, comprenez-vous bien que parce que ces gens-là font partie du PHTK, parce que ces gens font partie de Bouclier, font partie de Vérité, font partie de Kid, ils ont le droit de circuler avec des armes lourdes. Pendant ce jour-là, ils ont saccagé pas mal de bureaux de vote. Et, jusqu'à présent, il faut le rappeler, le CEP n'a pas encore publié de résultats. Alors, il faut le dire. Oui, mais pourquoi d'après vous, que le CEP n'a pas encore publié le résultat? Parce qu'il y avait vraiment une élection. S'il y avait vraiment une élection, il devait y avoir des résultats provisoires. Parce que, regardez ce qui s'est passé là pour M. Senatus à Port-au-Prince. Oui. Il y a le BCEN qui vient de dire que M. Senatus est élu au premier tour. Mais comprenez bien, il y a près de 6 sections annulées dans le département de l'Ouest. Oui, et ça, quand on pense Cité Soleil, une grosse nation. Oui. Hein? Maintenant, quelqu'un est élu sans Cité Soleil, sans Capoufeuille, sans 3e circonscription, sans je crois Tigouave. Oui. Alors vous me dites que vous allez, un sénateur a réuni, a récolté près de 100 000 voix et puis il est élu d'office, alors qu'on a 6 circonscriptions qui n'ont pas été prises en charge. Et si on prend ces 6 circonscriptions, s'il y a eu vraiment des élections pour ces 6 circonscriptions, oui, vrai, ça peut monter même la personne qui est dernière, bien sûr, peut passer devant. Donc à ce moment-là, jusqu'à présent, je vous dis, même si il y avait une note, jusqu'à présent, il n'y a pas de résultat, parce que vous ne trouverez jamais quelque part que le CEP ou un membre du CEP avait signé un document comme quoi voilà le résultat provisoire de ces élections du 9 août. Ils ont mis quelque chose sur Internet, vous avez un conseiller, vous connaissez ce que je vous dis? C'est ce qu'on a vu, oui. Ils ont mis quelque chose sur Internet sans signature. Oui. Donc vous avez vu quelque chose. Maintenant, regardez ce que vous avez vu, dites ce que vous voulez, interprétez comme vous voulez. Pour nous, il y a rien. Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que responsable? Moi, je suis responsable de parti politique, on va jouer le jeu. Eh bien, je fais partie du front qui milite actuellement sur le terrain pour demander la démission de M. Pierre-Louis Bocon, qui jusqu'à présent ne se démarque pas de M. Gaillot de Saint-Ville et qui a occasionné les élections de 2010. Et voilà que c'est cette personne en qui on avait confiance pour organiser les élections de 2015. Il a péché, il faut qu'il assume, il faut qu'il démissionne, et puis il faut qu'il y ait enquête, et il faut qu'il réponde à la justice. Et à ce moment-là, nous, au niveau du Front National Haïtien, on a proposé un gouvernement de transition. C'est ce qu'il faut maintenant pour Haïti. On ne va pas aux élections avec ces personnes-là. Un gouvernement de transition parce que M. Capé, Evans Paul, en tant que Premier ministre, il a péché. Il a trahi la confiance du peuple. Parce qu'on avait confiance en lui. Par quelle façon il a trahi? Il s'est mis avec les autres. Ouais. Quelque part, si vous trouvez PHTK, vous trouvez Vérité, puis vous trouvez qui? Donc il s'arrange, il a partagé le gâteau avec le président et consorts. Donc nous, on demande une démission du gouvernement total. Il y a des gens du gouvernement qu'on peut garder pour cette transition, à savoir M. Maniga qui fait vraiment un travail pour l'éducation. Il y a Mme Stéphanie Villouin qui fait un travail vraiment intéressant au niveau du tourisme. Donc il y a d'autres gens qu'on peut garder, mais nous on demande un gouvernement de transition avec, je le dis fort, avec Mme Maniga comme Premier ministre. Et c'est le faux. Mais par contre, même le président Matéli peut être démissionnaire. Parce que si on retrouve que lui, il est en faute à ce qui s'est passé le 9, mais il doit être sanctionné, il doit être... Est-ce qu'on peut le mettre en accusation avec le Parlement? Je ne pense pas, s'ils sont à peu près 10, mais le peuple peut le mettre en accusation.
Bon, ouais, je comprends votre point de vue. Alors, M. Joseph, lorsqu'on voit Haïti, d'après un sondage qu'on a compris, et vraiment, les Haïtiens vivent à 70% des ressources de la diaspora. Mais est-ce que vous avez l'impression que la diaspora est représentée et respectée sur tout ce qui se fait en Haïti? Du tout pas. Vous savez très bien que, bon là, c'est une question d'égoïsme, comme je vous dis. La vérité n'est pas bonne à dire. Grâce à la diaspora haïtienne, un peu partout dans le monde, le pays a bénéficié quand même un quota. Ok? J'estime qu'à partir du moment que vous avez toutes ces grandes puissances qui sont là avec vous, ils viennent apporter leur aide. Bon, vous voudriez bien aller vers l'avant. Mettez-vous quand même au bon point, hein, pour faire marcher la politique du pays. Pourquoi vous ne voudriez pas vous entendre? Pourquoi vous créez des confusions à droite, à gauche, hein, à l'est, à l'ouest? Qu'est-ce que ça veut dire? Je conçois que là maintenant, il faut faire ce qu'on doit faire pour que le pays aille vers l'avant. Ce n'est pas le moment de créer des confusions. Une élection doit se faire en bonne et due forme avec des principes clés. Des principes clés qui veut dire respecter la loi. D'accord? Respecter la loi. Et respecter quand même les grands bailleurs de fonds qui reviennent de part et d'autre, que ce soit du côté des Américains, que ce soit du côté de la France, qui veulent bien investir dans le pays pour faire avancer la bonne marche du pays. Il faut qu'il y ait un peu de respect quand même. Okay? C'est aux Haïtiens de s'associer en bonne et due forme, comme sous le drapeau, vous avez bien vu, c'est l'union qui fait la force. Des unions créent toujours des confusions et ça va nous empêcher d'avancer. Il faut refaire l'élection. Oui, d'accord. Il faut refaire l'élection. Comme ça, tout le monde pourra faire de leur mieux pour participer. Mais ce n'est pas dans le combat qu'il y a là, on tire le doigt, on tire à gauche, on dit ceci, on dit ça. Alors, une autre question, est-ce que d'après vous que la diaspora devrait voter ou pas à l'ambassade? Parce que quand même, on investit en Haïti. C'est une chose que je n'arrive pas à comprendre. Comment voulez-vous une diaspora qui existe, qui envoie de l'argent dans le pays d'Haïti, n'a pas le droit de voter? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on prend la diaspora pour qui? Ce sont des idiots? Ce sont des illettrés? Ce sont des couillons? Excusez-moi l'expression. Non! Il faut respecter quand même les ressortissants de la diaspora haïtienne qui contribuent vraiment pour le bien-être du peuple haïtien. La diaspora a sa place au sein du gouvernement. Ce sont des gens qui sont là en train d'œuvrer matin, midi et soir pour l'avancement du pays. La diaspora doit avoir une place, que ce soit sur le plan socio-culturel, politiquement parlant, la diaspora a sa place dans le gouvernement. Je peux aussi rebondir là-dessus. Oui. C'est pas que la diaspora n'a pas sa place en Haïti. La diaspora a une grande place en Haïti, mais il y a une sorte d'hypocrisie. Et c'est là-dessus. Prenons le cas de ce gouvernement-là. La majeure partie des gens qui travaillent dans ce gouvernement sont de la diaspora. La classe, ben oui, sont de la diaspora. C'est des gens qui travaillent en Haïti du lundi au vendredi. Dans l'après-midi, ils prennent l'avion pour Miami parce que leurs femmes sont à Miami. Après, ils reviennent. Donc, quand on prend des sénateurs, quand on prend des députés, quand on prend tout un chacun, connaissez-vous une personne en Haïti qui laisse sa femme accoucher en Haïti s'il fait partie de la classe moyenne? Non. Eh bien, donc, il y a une hypocrisie. L'hypocrisie, c'est quoi? Je vous comprends, monsieur. L'hypocrisie, c'est quoi? C'est que ça arrange. Il faut monter. C'est comme ici, en France. Quand l'extrême droite veut faire son beurre, il met quoi en avant? L'immigration. Alors qu'aujourd'hui, on dit que la France ne peut pas accueillir, mais maintenant, on entend que la France va accueillir sur les 2 ans près de 25 000 personnes. Donc, entre-temps, qu'est-ce qui a été fait pour accueillir ces 25 000 personnes? Ouais, c'est un discours politique. Quand ça arrange, on fait. Quand ça arrange pas, on fait, etc. Donc, c'est ça l'histoire de la diaspora en Haïti. Moi, mon combat, personnellement, c'est que il y a une bande d'hypocrites qui vivent en Haïti, ils vivent avec 2 passeports. Il y a un passeport caché. Et c'est ça nous dit que quand on parle de l'international, parce qu'il y a une grande complicité entre les ambassades et nos dirigeants.
Parce qu'avec l'ambassade, on peut dire que pas de souci, on va te donner une carte 10 ans. Hein, on cache le passeport, avec cette carte 10 ans, tu peux entrer aux États-Unis, ou bien un visa, tu peux entrer aux États-Unis, en France, etc. Et puis, derrière, vous êtes français, vous êtes américain, vous êtes ceci. Avec ce deal-là, eh bien, on laisse tout passer au profit de l'international. Moi, je suis venu différemment de ça. Moi, je dis non. On a un passeport français, c'est notre droit. On a un passeport américain, c'est notre droit. D'ailleurs, la Constitution a évolué puisqu'on dit on accepte la double citoyenneté. Mais il n'y a pas de citoyen à moitié. Qu'est-ce qui empêche à Hybrid d'Haïti d'exhiber son passeport français, son passeport européen, son passeport canadien, son passeport dominicain en entrant en Haïti? Rien ne m'empêche de l'exhiber. Et moi, si je le ferai avec fierté. Parce que en vivant ici en France, vous vivez bien, peu importe avec une carte de 10 ans, peu importe avec un passeport français. Aujourd'hui, la nationalité haïtienne ne se remet pas en cause ici en France ou bien aux États-Unis. Est-ce que vous avez vu l'Américain, il y a un projet pour dire que si un Haïtien arrive aux États-Unis, il faut l'empêcher à tout prix d'être millionnaire? Il n'y a pas ça. Donc il faut arrêter de dire que l'international a mis quelque chose sur Haïti. Moi je dis l'Haïtien est occupé par lui-même. Il y a une bande de malfrats, une bande de dinosaures, moi c'est comme ça que je les appelle. Eh bien aujourd'hui, si un Haïtien est né en France ou sur les étoiles, je l'avais dit tout à l'heure, ou dans les cieux, étant donné qu'il a un parent haïtien, c'est ce que dit la Constitution, il faut l'appliquer. Il est haïtien. Donc, il jouit de la double citoyenneté. Maintenant, la Constitution dit, pour être président de la République ou être ministre, la double nationalité n'est admise en aucun cas. La double nationalité n'est admise en aucun cas. Pourquoi ce n'est pas admis en aucun cas? Eh bien, si vous voulez, maintenant, en possédant la double citoyenneté, si vous voulez être président de la République, eh bien, à ce moment-là, vous allez laisser une ou l'autre. Ben oui. C'est simple. Par exemple, pourquoi Mme Michaël Jean? Mais quand elle a laissé la citoyenneté française, ce n'est pas avant d'accepter le poste. Une fois acceptée, elle est désignée pour être gouverneur du Canada. On a vu que Mme Michaël Jean, elle est de nationalité haïtienne. On ne lui a même pas reproché de sa nationalité haïtienne. On a parlé de la France par son mari. Et on lui a dit, écoutez, pour être gouverneur du Canada, il faut renoncer à la citoyenneté française. Ce qu'elle a fait volontiers, parce qu'elle a déjà le job. Maintenant, on vous dit, si vous voulez aller dans cette jungle en Haïti, il faut tout laisser. Comme une épave, vous allez là-bas, vous laissez tout. Tout ce que vous avez comme avantage, et bien vous allez vous battre là-bas en Haïti, parmi ces dinosaures-là, parmi ces lions, qui vous attendent tout simplement pour vous déchirer tout couille, pour vous manger tout couille. Et bien vous y allez, comme un imbécile, permettez-moi, et bien vous y allez, vous dites, ouais, je suis haïtien, mais vous êtes toujours, peu importe où vous allez, vous êtes toujours haïtien. Oui. Peu importe le nombre de passeports que vous aurez, vous serez toujours haïtien. Donc moi c'est un plaisir pour moi quand je vois un haïtien qui se met au service de son pays, comme moi je le fais. Et moi mon combat, c'est de faire en sorte que le fils de M. Joseph, que mon fils, votre fils M. Verne, je pense qu'ils sont plus ils sont plus aptes à aider Haïti que nous. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas dans leur tête la méchanceté qu'on a vécue pendant toute notre enfance. Ils n'ont pas ça. Ils ont un modèle de vie. Et ils vont en France, on doit se lever, on doit se doucher sans mettre un beau kit. Sans pas mettre un beau kit sous tête tout. Donc il faut vous allez dans votre douche, vous prenez votre douche, il y a le savon à côté, il y a tout. Mais une fois arrivé au pouvoir d'Haïti, je pense que c'est un minimum pour cet enfant-là parce qu'il a l'habitude de vivre dans ce minima-là. Mais quand on prend en Haïti des gens qui ont tout ce qu'ils font en Haïti, c'est dans la misère, et bien c'est ces gens-là que vous allez mettre au pouvoir, et bien vous n'aurez jamais de pays. Vous n'aurez jamais de pays parce que il faut toujours une revanche sur son histoire. L'Haïtien a toujours une revanche sur son histoire. Et bien, pour y arriver, j'avais trimé, c'est à mon tour maintenant de faire aux autres. C'est ça le discours du bourreau. J'étais bourreau, et bien le bourreau m'avait maltraité, et bien une fois bourreau, moi j'ai maltraité les autres. Moi je fais la prison en Haïti, j'ai jamais fait ça dans ma vie. Mais en politique, on m'a mis en prison. Mais qu'est-ce que j'ai vécu? Pourquoi on vous a mis en prison, monsieur? Je vais vous dire ça après. Oui. Et qu'est-ce que j'ai vécu? Eh bien, les mêmes choses qu'on vit dans la vie réelle en Haïti, c'est ce qui se passe dans la prison. Il y a de la hiérarchie dedans. Il y a un major. Mais si vous avez le major qui vous dit mettez-vous à côté. C'est lui qui dirige. Donc, si vous n'êtes pas un garçon, si vous n'êtes pas un homme, si vous ne prenez pas
votre responsabilité à fond, on va vous maltraiter, on va vous mettre la tête dans les rooms de pipi. Oh là là. On va vous faire... Parce que c'est exécrable ce qu'on vit, les gens. Mais après, une fois intégré dans cette structure nauséabonde, cette structure malsaine, il y a de la vie quand même. Parce que s'il y a une nourriture qui rentre, c'est pour tout le monde. On partage. Mais malgré qu'il y ait une désunion totale, parce qu'il faut respecter le chef. Le chef, c'est celui qui est le major, mais qui a plus de temps. Donc, il y a une hiérarchie qui s'est établie directement. Et c'est accepté par les agents de la prison. Parce qu'il y a un major, oui, celui qui est là, même s'il est petit, c'est le major parce qu'il est ancien, c'est lui, on doit le respecter, c'est lui qui commande. Donc, pour vous montrer, cette notion de hiérarchie il existe. Oui, j'ai été en prison là-bas pour ces questions de politique. On m'a mis un mandat d'arrêt, un mandat d'amener, pour rien du tout, parce que c'est comme ça, les juges sont achetables. Hein, si vous voulez sortir un mandat d'amener pour une personne sans que cette personne n'ait été convoquée dans un premier temps par un mandat de comparution, parce qu'il faut au moins 3 mandats de comparution avant un mandat d'amener. Moi, je n'ai pas été invité à comparaître au parquet de Port-au-Prince. Et de beau matin, il y a tout un cortège de policiers accompagnés de la personne qui a demandé le mandat, qui a commandé le mandat. Eh bien, on est venu m'arrêter, on m'a mis à Port-au-Prince. Et sans compter une petite histoire encore qui s'était mise parce que je me suis porté trop vite, l'histoire d'âme, parce que je me suis porté trop vite dans les affaires des autres. Empêcher cet homme-là, il faut l'empêcher à tout prix parce que lui, il parle une langue que nous ne parlons pas. Il parle de changement lorsque nous, on veut que les choses restent ainsi et que tout le monde trouve son compte. Et au final, on a demandé pour moi 250 000 euros. Donc, vous voyez, c'est une sorte de kidnapping. Oui, mais c'est incroyable. Kidnapping politique. 250 000 parce que c'est que oui, je viens de la France. Vous avez beaucoup de chance, monsieur Louis. Mais oui, mais c'est pas moi qui fais la chose. Vous pouvez jouer au loto. Non, mais ils ont demandé 250 000 parce que j'appartenais à la communauté haïtienne d'Europe. Donc, lui, il vient d'Europe. Il faut demander des euros. Vous vous rendez compte, monsieur Joseph? C'est comme ça, c'est la politique. Et moi, je me suis combattu, j'ai résisté, j'ai pas failli. Parce que je croyais en les ancêtres. Parce que moi, ce que je fais, je ne l'ai fait pas pour moi-même. Parce que j'ai eu une vision. On m'a envoyé faire des choses, moi je l'ai fait volontiers. Et si c'est moi qui devais être sacrifié pour sortir de ce pétrin-là avec Haïti, moi je suis volontiers, je suis disponible, malgré mes responsabilités. Ouais. Parce qu'il y a une histoire de si le ciel nous a choisis, eh bien, comme Jésus qui l'avait fait, son Père l'avait choisi pour sauver le monde. Si c'est moi qui ai choisi pour sauver Haïti, volontiers je suis là. Vous vous rendez compte de tout ce que vous avez vécu avec tout ce que vous avez fait pour le peuple haïtien et c'est incroyable, monsieur. Grand merci chien. C'est coup de bâton. C'est coup de bâton. Donc, ce n'est pas pour cela qu'on doit être découragé, qu'on va abandonner Haïti. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Haïti, c'est notre pays. Si une équipe de vagabonds, moi je le traite comme ça, si on laisse faire les vagabonds en Haïti, c'est fini pour nous. Si à chaque fois qu'il y a une attente, quelqu'un essaie de tenter à votre vie et puis vous laissez le pays, alors, le pays va rester vide. Le pays va rester avec que des vagabonds. Une question que j'ai, j'aimerais savoir, la justice haïtienne, le gouvernement haïtien, quand vous avez au moins pensé à faire appel à eux pour vous en sortir de là ou pas? Il n'y a pas de justice. Moi je vais vous dire personnellement, le jour, la veille des élections, j'y étais, c'était dur. Un avocat a mis son âme sur ma tête. Le jour la veille des élections. On parle alors, le vendredi j'étais au CEP, récupérer ce qu'on appelle les mandats pour les députés, pour les candidats. Et il y a un problème interne entre moi et un autre membre du parti qui est sanctionné puis qui est dehors. Et il y a un mandat d'amener pour cette personne-là. Un mandat d'amener depuis le 27 février. Vous vous rendez compte, 27 février 2015, il y a un mandat d'amener pour une personne. Mais personne ne veut appliquer, exécuter ce mandat. Oui, c'est cette loi. On a eu écho, voilà, on a eu écho que cette personne était présente dans les locaux du CEP. On est descendu là-bas pour l'arrêter. Et bien, qu'est-ce qui s'était passé? Et bien, malgré qu'on fait appel aux forces de l'autre qui étaient sur place, ils disaient, ah non, on ne fait pas, on ne veut pas y aller. C'est politique, on ne veut pas y aller, etc. On a fait appel au DCPJ qui a envoyé ce qu'on appelle
une patrouille Oui. sur place pour récupérer la personne, mais étant donné que la personne se retrouve dans l'enceinte du conseil électoral provisoire, c'est un bâtiment public, c'est une institution publique, on n'a pas le droit. L'État, c'est une institution de l'État, l'État n'a pas le droit de prendre quelqu'un qui se trouve dans une institution de l'État. Donc ça sert d'ambassade, je ne comprends pas. L'État a décerné un mandat contre une personne qui se trouve dans ces institutions, et ce même État-là n'a pas le droit de mettre cette personne en quarantaine. Je dis, bon, c'est pas de souci, j'essaie quand même de l'amener, et voilà que cette personne a fait appel à son avocat. J'essaie de mettre de côté, j'essaie de me battre pour que la police aide cette personne. Et bien, pour sortir avec cette personne, ce qu'il a fait l'avocat, j'ai une plainte déposée au bâtonnier de Port-au-Prince, au barreau, excusez-moi, au barreau de Port-au-Prince. J'ai déposé une plainte à cet avocat qui s'appelle M. Fizema. Il a sorti son revolver, il m'a dit comme ça, si je ne me tire pas, il va me tuer. Et il m'a dit ça à 2 reprises et devant tout le monde. Il y avait le responsable de poste du CEP, il est là, les passants sont là, les gens sont là. Donc, c'est court en Haïti, on peut sortir son arme, tirer une personne devant tout le monde, c'est normal. Et moi, automatiquement qu'il a dit ça dans un premier temps, je dis écoutez, faux, vous ne pouvez pas me tuer. Vous n'avez pas ce droit-là. Je me suis resté ferme devant lui. Il m'a répété le mot une deuxième fois. Et c'est à ce moment-là que j'ai paniqué. Parce qu'automatiquement qu'il l'a dit avec un ton, ensuite en grimaçant, il l'a fait. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'ai pensé à ma femme, j'ai pensé à mes enfants. Je me suis dit en Haïti, si je meurs là, je prends le cas de Calix Valentin, qui fait partie des conseillers du président. M. Calix Valentin avait tiré sur une personne sur la frontière haïtiano-dominicaine. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour M. Calix Valentin? La personne elle est morte, définitivement. Et M. Calix Valentin, il est avec le président de la République en train de jouir en tant que conseiller. Alors que le monsieur, lui, maintenant, il est à 6 pieds sur terre. Définitivement, c'est fini pour lui, c'est fini pour sa famille. Moi, j'ai pensé à cela. Je dirais, je ne vais pas me faire cuisiner comme ça en Haïti. Je me retire. Et lui, il est parti avec l'autre parce qu'il voulait sortir absolument avec la personne. Parce que c'était pas c'est un acte désespéré. Et c'est parce que j'ai vu qu'il était désespéré, parce que si je ne sortais pas, il allait me tirer. Et évidemment, s'il l'avait fait, il va y avoir peut-être une jurisprudence pour dire oui, c'était pas intentionnel, ça s'est parti tout seul, etc. Eh bien, le mort, il est mort. Déjà victime. Le mort, il est mort. Donc voilà. Donc, plusieurs actions sont arrivées en Haïti. Dieu merci, je m'en sors. Je comprends. Je m'en sors et je continue à être ainsi parce que c'est pas moi qui décide de mener une bataille politique. Haïti a besoin de ses enfants et moi je crois beaucoup en mon fils, aux fils d'Haïtiens qui se trouvent à l'extérieur parce qu'ils n'ont pas ces véhicules-là que je vous comprends, M. Edwin, et vous avez entendu, M. Joseph, mais dites-moi, comment vous faites? La façon dont vous parlez, on sent que dans votre voix, vous n'avez rien contre les Haïtiens. Comment vous faites pour rester comme ça aussi? Vous n'avez rien, on a l'impression que si demain on vous dit que bon, on va vous payer un billet pour aller mener une campagne en Haïti, vous allez comme ça. Vous avez l'impression que vous n'avez rien contre eux. Non. Est-ce que vous avez quelque chose contre un lion? Est-ce que vous avez quelque chose contre un tigre? C'est sa nature. C'est sa nature. Quand un tigre tue une personne, il n'est pas méchant. Mais c'est ça, il est carnivore. C'est sa nature. Il tue pour manger et il a plus de mérite un lion ou un tigre qu'un haïtien aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que le tigre, il ne va pas tuer s'il n'a pas faim. Le lion, il ne va pas tuer s'il n'a pas faim. S'il a déjà mangé, même s'il voit une poire passer, il regarde, il le laisse, il n'a pas faim. Mais aujourd'hui, l'haïtien tue pour rien. Pourquoi j'ai rien contre eux? Mais parce que c'est dans leur mentalité. Ils ont passé près de 3 siècles à être sodomisés. On peut dire ce mot, permettez-moi, sodomisés. Laver, laver. Il y a toute une c'est-à-dire l'haïtien, il est complètement dépossédé de ses facultés. Et maintenant, on a un pays, on ne sait pas si c'est à nous. C'est ça que je ne comprends pas. Comment pas? Parce que c'est vrai, la communauté haïtienne de la diaspora souhaite un jour pouvoir retourner, mais il y a beaucoup qui ont investi en Haïti, mais qui demandent mais comment ça va arriver, comment ils peuvent. Il y a un problème si vous prenez la communauté haïtienne de la diaspora. Vous arrivez en Haïti, vous allez voir les mêmes choses. Les mêmes choses vont se reproduire parce que sinon la France serait différente. On est haïtien en France. Qu'est-ce qu'on a fait de différent en France? Moi je trouve que les Haïtiens s'entendent beaucoup plus en Haïti
que les Haïtiens de France. Parce qu'en Haïti, ils arrivent quand même à faire des choses, mais ici, on arrive à faire quoi? On arrive à... Je vous comprends, oui, c'est ce Aux que je États-Unis, dis. pareil. Alors qu'ils sont plus de près de 2,5 millions aux États-Unis. Oui, oui. Arrivés aux États-Unis, qu'est-ce que vous avez vu de grand? C'est la deuxième ville d'Haïti, oui. Eh bien, qu'est-ce que vous avez vu de grand aux États-Unis qu'on va vous dire, oui, ça c'est une usine ou bien ça c'est une chose des Haïtiens. Mais ici, quand vous voyez en France, vous allez dans le 13e arrondissement, vous dites oui, ça c'est les Chinois. Quand vous allez dans le 19e, vous voyez, vous dites les Africains, les Maliens quand même, ils arrivent quand même à se mettre ensemble. Oui. Mais quand on dit de la communauté haïtienne, on voit quoi? On va leur montrer les poulets, les grillades. C'est ça. Vous avez raison, Monsieur Joseph. Expliquez-moi, détaillez pour nous, s'il vous plaît, pourquoi les Haïtiens ne peuvent pas s'unir, ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas mettre leur tête ensemble, s'il vous plaît, monsieur. Savez-vous bien que depuis le monde est né, il y a eu plusieurs catégories d'individus. Il y en a qui sont vraiment civilisés. Je parle de la civilisation. À l'heure où nous sommes, la nouvelle technologie se développe. Il y a des Haïtiens qui sont des intellectuels, qui se nourrissent exactement de bonnes choses. Je veux dire, ils ont le savoir-faire et le savoir-vivre. Les plus petits qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école pour posséder exactement ce niveau, ils essaient de travailler ensemble, entre eux, mais dans un autre système, qui est le système archaïque, à savoir, bon nombre d'entre eux souhaiteraient faire du mal à ses proches. C'est pour ne pas le laisser aller vers l'avant. Ok? À partir de ce moment-là, il y a une guerre tribale qui existe. L'intellectuel, quand il arrive en face de ces gens-là, eh bien, ils disent non, il faut l'éliminer. Parce qu'ils ont le savoir-faire, ils vont nous empêcher d'avancer avec notre savoir. Et là, ça a créé une guerre. C'est ce que j'appelle guerre tribale. Okay? Pourvu qu'il n'est pas de même clan que vous, eh bien, il doit trouver le moyen de vous dominer matin, midi et soir. La sodomisation. Pour qu'il se sent bien. Pour qu'il se sent bien. Il vous attaque sur tous les points de vue. Des menaces avec d'armes, un peu de tout, voyez, pour vous intimider. Alors, si de votre côté, bon, vous voyez intimidé par ces gens-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se retirer, il faut se replier. Il faut partir. Aller dans votre clan. C'est pourquoi on a beau dire qu'il y a une lutte de classe. Une lutte de classe. Il y a la classe des moyens, la classe des évangélistes, ceux qui respectent Dieu, d'accord, et ceux qui sont des bandits notoires. Ils se regroupent avec des noms, des pseudonymes, par exemple JPP, qui signifie Jean le passé, le passé. Il y a JTT, Jean le tombé, le tombé. Il y a un tas de pseudonymes, donc voilà, cette lutte qui est une lutte acharnée. Dans cette lutte acharnée, il y aura toujours du désordre. Toujours du désordre, toujours du désordre. Hein. C'est ça. C'est dur quand même de voir un pays comme Haïti, le premier qui a ébranlé Bonaparte, n'arrive pas à garder, à mettre de l'ordre. Qu'est-ce qui se passe? C'est un problème, je dirais, ésotérique. Qu'est-ce que je veux dire par là? La France, en tant que France, ne s'est pas construite toute seule. Il y a des normes qui sont respectées ici en France. Par exemple, il y a les penseurs. Je dis ça comme ça, il y a les penseurs. Mais malheureusement en Haïti, on n'a pas une classe élite. On n'a pas une élite intellectuelle vraiment. On n'a pas une élite bourgeoise. Il n'y a pas d'élite bourgeoise en Haïti? Non. En Haïti, on a une classe commerçante. On a une classe commerçante, on n'a pas une bourgeoisie. Actuellement, il n'y a pas de bourgeoisie en Haïti. Il n'y a pas de bourgeois en Haïti. Il y a une classe commerçante. Il y a des commerçants en Haïti. Ici en France, c'est très bien de voir comment un joueur de foot, un acteur, comment il exhibe sa fortune. Mais en Haïti, la personne qui vous dit qu'elle est riche, elle vit comment? C'est quelqu'un qui s'enferme. Une fois qu'il sort du marché ou bien de son business, il rentre chez lui dans les grandes murailles. Vous voyez, la personne s'enferme et c'est elle et sa famille. Elle ne vit pas vraiment. Donc,
on se met en vase clos. Donc il n'y a pas vraiment une classe commerçante qui dit, écoutez, je reprends encore un autre exemple. On prend des zones comme Fermat, comme La Boule. Ah oui, c'est très renommé. Ouais. C'est des zones renommées en Haïti. Ouais. Alors, ils sont si idiots, ces gens-là, qui se disent bourgeois. Ils font la même chose que moi, que vous. Quand vous êtes du peuple, où est-ce que vous mettez vos enfants à l'école? Saint-Louis, Oui. Boudon, la même chose. Donc, le peuple se trouve en bas. Le peuple monte pour aller vers Boudon. Je pense que le peuple a plus de rêves que cette classe-là. Le peuple, au moins, il monte vers Boudon pour que la formation de son fils ou bien de ses enfants soit assurée. Il monte vers Boudon. Mais que fait la bourgeoisie qui monte là-haut? Oui. Elle là-haut, qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend. Elle descend. Donc, c'est-à-dire que ces personnes-là qui s'enferment totalement là-haut ne s'est pas dit, bon, écoutez, puisqu'on est à La Boule, puisqu'on est à Fermat, on est à Keskov, on habite ici, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des écoles pour nos enfants là-haut. Pourquoi ils ne construisent pas des écoles là-haut? Une bonne stratégie, vous avez pensé. Comme ça, ils n'ont pas besoin de descendre. Oui. Les enfants peuvent être allés à l'école à 5 minutes C'est bien ce que vous de dites, Fermat. c'est très bien. Mais ils reproduisent l'effet inverse Ouais. de la population. Donc, voilà. Là, je pense que le problème sociologique. Il y a manque de tête penseur, vraiment, Oh, en quelque sorte. c'est parce qu'il leur intéresse, c'est pas le pays qui leur intéresse, c'est une question de l'argent. On fait notre business, c'est notre business. Et prenons le cas de ce qui arrive à Haïti par rapport à Saint-Domingue. Regardez comment la France, prenons Haïti comme la France aujourd'hui. Vous avez raison. Vous voyez la France qui s'acharne, qui se démerde pour recevoir des réfugiés Oui. auxquels il n'a rien de mémoire avec eux. Il n'y a rien qui relie la France à ces réfugiés-là. Mais en tant qu'un pays, en tant qu'un modèle, pays de la, comment dire, de l'Europe. Hein. Alors, ce terme refuge, c'est le refuge, c'est le pays de la liberté. Mais la France doit donner l'exemple. Malgré tout, malgré la situation de la France se met à la hauteur, dire oui, on va accueillir des personnes. Mais regardez ce qu'on a fait avec les Haïtiens qui sortent de Saint-Domingue. Alors oui, ça c'est un sujet. Regardez ce qu'on fait. Et puis sans vous découper, il paraît que maintenant, les Haïtiens migrants au Brésil ont des problèmes. Oui, mais c'est partout. Mais qu'est-ce qui se passe avec les Haïtiens? On ne veut pas une terre ensemble. On ne veut pas faire. On refuse de dire que l'Haïti c'est à nous. Et c'est pas ça que je dis, le parti de la diaspora, parce que moi je considère tous les Haïtiens comme de la diaspora. On est tous diaspora. Oui. On fuit partout, on refuse de dire que ce bout de terre, il nous appartient. Donc c'est pour ça que je vous dis, ces gens-là, moi je le dis, haut et fort. Moi j'accuse, j'ai rien avec les Dominicains. Vous voyez cette lutte qui se en France qu'on dit oui, les Dominicains sont racistes. C'est pas vrai, les Dominicains ne sont pas racistes. Les Dominicains ne sont pas racistes. Parce que si c'était Haïti que Saint-Domingue avait occupé pendant 25 ans et qu'aujourd'hui Haïti serait meilleur que Saint-Domingue, la réponse serait plus grave à donner à Saint-Domingue que les Haïtiens. On serait plus méchant avec Saint-Domingue. On serait plus méchant avec Saint-Domingue parce qu'on refuse d'accepter nos compatriotes qui sont nés à l'extérieur. Voire, nos compatriotes qui sont de la diaspora, on les refuse. On dit qu'ils ne sont pas haïtiens. Alors, vous comprenez bien, si c'était des Dominicains, effectivement, si c'était des Jamaïcains, et si, comprenez bien ce qui allait se passer. Bien sûr. Et à ce moment-là, moi je me suis dit, aujourd'hui, ce qui arrive sur le marché haïtien, ce n'est pas le fruit des Dominicains. C'est vrai, il y a la politique dominicaine, la classe politique qui participe, une classe bourgeoise des Dominicains qui participe. Mais savez-vous combien d'Haïtiens qui investissent en République dominicaine? Cette classe commerçante que je vous parle là, c'est lui qui a des manufactures à ces domaines qui produisent ce qu'on appelle le salami avec les matières fécales là, qui viennent d'Haïti. C'est ça, il faut se questionner là-dessus. C'est la classe commerçante en Haïti, comprenant que voilà comment fonctionne Haïti, il n'y a pas d'État, il faut un État faible pour faire ce qu'on veut, eh bien, il faut venir sur le terrain parce que ce que mangent les Dominicains à Saint-Domingue, c'est parce qu'ils se vendent en Haïti. Alors, il faut comprendre la question. Alors, les Dominicains font deux choses, une pour leur peuple, une pour les Haïtiens. Donc, ce sont les Haïtiens commerçants, cette classe-là, qui ont leur manufacture à Saint-Domingue, qui produisent leur tintin, et permettez-moi ce mot, leur bêtise, et puis qui exportent ça vers Haïti pour faire plus de profit parce qu'on a un État faible, on surveille rien, etc. Voilà la réalité en face. Et moi, c'est ce que je voulais aller combattre. Dans cette République de Madrid,
Parce qu'on a une république de Madrid, peuplée de gens qu'on ne connaît pas. C'est vrai ce que vous dites, monsieur Lune d'Haïti, mais bon, c'est dommage que vous n'avez pas présenté. Mais lorsqu'on voit tout ça, est-ce que le gouvernement actuel ne peut pas penser de faire quelque chose pour monsieur Joseph, vous avez un mot à ajouter là-dessus? Parce que ce serait bien. C'est pas normal que l'image d'Haïti soit comme ça, oui, en train de perdre. Je pense que le gouvernement a essayé en maintes fois de faire de leur mieux pour faire des échanges. Vous voulez envoyer des produits alimentaires à votre famille ou à vos amis? Un nouveau service sûr. Angero Création. Produits alimentaires vers Haïti. Angero Création. Envoyez de l'argent en Haïti. Angero Création. Rechargez tous vos téléphones en Haïti. Angero Création. Couture sur mesure. Angero Création. Vous faites tout avec Angero Création, même à distance, au 01 42 51 31 78 et au 06 13 11 05 41, ou venez nous visiter directement au 28 rue Simard, 75 18 Paris. Métro, Marcadet, Poissonnier. Angero Création vous facilite la vie. À 20h sur Clin d'œil télévision en direct de www.haitimedia.tv. Il est légitime, ce bout de Paris porte la région Place des Antilles. Nous devons l'honorer et lui donner une âme. Haïti soupe aujourd'hui, hein. Haïti, c'est un pays de toutes les résistances. Résistance à l'esclavage, résistance à la colonisation, résistance à la dictature, résistance à la misère, résistance à la faim. Là est l'espoir. Il faut continuer à se mobiliser pour aider Haïti. Merci. Merci beaucoup. Nous saluons déjà toutes compatriotes radio qui captent nous et en même temps télévision Clin d'œil TV. Ensuite... Mon plus grand projet, c'est que l'haïtien soit quelqu'un. Et le gouvernement haïtien, solidarité de A à Z au peuple français. Pour la liberté de chacun, pour tous les Français, pour tous les Juifs et aussi pour tous les musulmans, du coup. Toute l'équipe Clin d'œil télévision. C'est ça. Des centaines d'émissions, des milliers d'artistes et des personnalités en direct tous les vendredis à 20h. S'appelle Grotte d'Haïti entre imaginaire et réalité. Va donner, quand on écoute le président Martelly, ben c'est une très bonne chose, mais voilà, c'est le futur, l'avenir qui nous le dira. On verra, c'est encore trop tôt pour poser un... Oui, je vais investir sur certains projets sur Haïti. Je pense que c'est un pays qui est plein de ressources. Parce que c'est eux qui sont l'avenir de ce pays et il faut qu'eux ils puissent grandir sans... Des milliers d'artistes et de personnalités en direct tous les vendredis à 20h. Clin d'œil télévision est l'unique dans le monde. Votre avis nous intéresse sur contacthaïtimediatélé.com. Voilà, Clin d'œil télévision, toujours Clin d'œil télévision. En avant.